C'est parti. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce webinaire ce matin concernant la partie migration ClickView vers ClickSense. Merci donc à Chronodrive d'être présent ce matin avec nous. On va passer 1 heure. Il y aura une partie introduction sur Axi, positionnement des produits, les bénéfices de ClickSense, les enjeux, les risques et les bonnes pratiques pour la migration. Et ensuite, effectivement, on aura la chance d'avoir le témoignage de Chronodrive avec qui on travaille depuis un certain nombre d'années. Alors, ce matin, seront présents donc Martin, qui est responsable du pôle data chez nous, Christopher, architecte SI et data chez Chronodrive, Thibaut, responsable d'application IT, et Pierre-Emmanuel, team lead sur la partie data. Donc, effectivement, vous aurez l'occasion de nous parler un petit peu de votre parcours et de l'expérience sur la partie crise. Alors, l'agenda, je l'ai dit, introduction, migration, retour d'expérience aux alentours de 11h30. Sur la plateforme Teams, vous allez avoir accès à un espace questionnaire, donc n'hésitez pas à insérer un maximum de questions sur lesquelles on va pouvoir y répondre en fin de session. L'ensemble de la session live sera enregistrée, donc elle sera disponible en replay si vous voulez la partager, l'utiliser ou la revoir ultérieurement. Alors, quelques mots sur Axi, qui on est, ce qu'on fait pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc, on est une ESN qui a plus de 30 ans d'expérience familiale dont le siège social est à Lille. On a à peu près 300 collaborateurs, on est à peu près 400 clients. Et on est basé historiquement donc, à Lille, à Ville-de-Dax pour être précis, à Paris, Bordeaux et Nantes. Le positionnement des 300 collaborateurs de l'équipe chez nous est divisé en 3 pôles. Un pôle sur la partie développement digital sur mesure. On va retrouver une centaine de personnes, donc tout ce qui est développement, site web, plateforme, Angular, Java, etc. Un pôle sur la partie SAP, avec pareil une centaine de personnes, sur des profils technico-fonctionnels, sur les différents modules FICO, SDMM, S4HANA, développement ABAP, Fiori et autres, et le pôle data qu'on anime avec Martin, qui représente une centaine de personnes. Alors sur ce pôle data, ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on y travaille, Martin. On a fait le choix de travailler avec un certain nombre d'éditeurs stratégiques pour nous, et donc qui sont aujourd'hui nos partenaires. Donc l'idée étant de travailler sur à la fois les données en amont du système d'information et d'avoir une chaîne de valeur complète, intégrant un certain nombre de solutions qui vont venir enrichir et faciliter l'exploitation de la donnée en entreprise. Donc pour ce faire, on va travailler avec l'éditeur Talent, qui est reconnu depuis de nombreuses années sur le marché en termes d'ETL et d'outils de gestion de la qualité de données. On va travailler sur la partie Snowflake pour la partie Data Cloud et la capacité à mettre à disposition du compute et des machines de manière sur mesure et payée à la consommation. On va travailler de manière transverse sur Data Galaxy pour prendre du recul sur le système d'information dédié à la data pour gérer un linéage de données et un catalogue de données pour définir le process à la fois de transformation et fonctionnellement ce que ça va donner côté utilisateur. Et depuis une quinzaine d'années, on est l'un des principaux distributeurs de l'outil des solutions Click, dont c'est le sujet ce matin ensemble. Alors, dernières infos qui datent du 16 mai, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire le communiqué de presse, Click a officiellement donc racheté la solution Talent le 16 mai dernier. Donc, la brique Talent est aujourd'hui intégralement fait partie de la famille, je dirais, des solutions Click. Donc, vous le voyez sur l'écran, je vous ai proposé un certain nombre un détail sur les briques fonctionnelles des plateformes Click et Talent et comment celles-ci vont pouvoir cohabiter. Donc, vous voyez en vert, vous allez avoir plutôt Click qui va rester sur la partie Analytics, qui est son fort depuis 93, la création de ClickView à l'époque. Donc, tout ce qui est visualisation, AutoML, reporting, alerting, toute cette notion user-friendly côté front. Click a également ses forces et les connecteurs sur SAP. La Tunity qui a été rachetée il y a quelques années, qui aujourd'hui le Click Data Intégration, qui permet de faire du streaming, restera une fonctionnalité forte de la plateforme Click et Talent. La partie automation, la partie catalogue intégrée aussi à Click. Et l'intérêt d'intégrer un Talent, c'est de pouvoir optimiser d'un point de vue technique
toutes les fonctions liées à la qualité de données et à l'exploitation. Connaissez Qlik, qui dispose d'un pseudo-ETL historiquement, avec plutôt de la data prep plutôt qu'un vrai ordonnanceur de gestion de la donnée. Donc l'intégration de Talend dans ce catalogue permettra d'avoir une plateforme beaucoup plus complète dans le processus d'exploitation des données. Alors, notre équipe data, je parlais une centaine de personnes, donc notre rôle, c'est d'intervenir sur les stacks techniques qu'on vient d'évoquer, mais également d'autres produits de marché. Hein. On a travaillé sur du Tableau, sur du Stambia, sur du GCP, de l'AWS, etc. Donc, le profil de nos collaborateurs dans l'équipe vont la direction de projet, en passant par la gestion de projet. On intervient sur les formations, on intervient sur le développement, le déploiement, la maintenance, la réalisation de projets au forfait, l'audit d'application, le recueil de besoins utilisateurs, donc le profil à la fois technique et fonctionnel pour pouvoir vous aider sur les projets data. Un petit focus, hein, parce qu'on parle de Qlik ce matin. Donc, ouais, depuis 15 ans, le partenariat avec l'éditeur, on était l'un des premiers en France. Aujourd'hui, c'est près de 300 déploiements à travers la France. Et on a une équipe de 40 personnes dans l'équipe chez nous qui est dédiée sur cette activité. Historiquement QlikView et aujourd'hui principalement QlikSense. Alors, QlikView versus QlikSense, là c'est plus ce que vous avez sous les yeux, une notion éditeur. QlikView créé en 93, la force, modèle associatif, on parlait d'application BI guidée. L'IT va développer une interface au pixel perfect pour répondre à un besoin à un instant T des utilisateurs, avec une notion de gouvernance. Donc, le brevet, le modèle associatif a fait la force de QlikView sur le marché en 93 et en 2004, sortie de QlikSense. QlikSense apportait une notion beaucoup plus moderne de la plateforme. On reprenait le modèle associatif, on apportait une couche full web et responsive, qui était une lacune chez View, et également une notion de self-service. On avait de plus en plus de besoins d'utilisateurs qui avaient besoin d'une plateforme pour faire eux-mêmes leurs modifications, du drag and drop, changer le type de graphique. On était un petit peu plus enfermé sur la partie View. Et donc, la vocation de Sense, c'était de pouvoir apporter cette notion utilisateur. Et en 2020, et c'est une offre phare aujourd'hui chez l'éditeur, c'est la partie Qlik Cloud. Donc, toute la plateforme Sense est intégrée, stockée, managée, ordonnancée et gouvernée directement dans le cloud de l'éditeur Qlik. Et dans tous les cas, à partir du moment où vous avez QlikView aujourd'hui, vous avez le choix, soit basculer sur Sense on-premise sur vos propres serveurs, soit sur la partie cloud. C'est un choix stratégique à faire conjointement en fonction des enjeux. Dans tous les cas, il y a deux offres, donc l'AMP, Analytics Modernization Programme, qui permet de basculer avec QlikView vers QlikSense on-premise, et la partie offre SaaS, qui permet de basculer de QlikView vers la partie Qlik Cloud directement. Les avantages de QlikSense, j'en citais quelques-uns. Là, vous avez en fait un visuel qui vous permet de voir sur les ronds verts ce qui a fait la force de View, hein, les dashboards interactifs, le scripting robuste. Donc, le scripting, ça pouvait faire peur, mais le langage actuel permet quand même d'aller très loin sur l'exploitation des données, la génération des QVD. Sense va apporter une vision plus, quand je parlais tout à l'heure de moderne, donc on va travailler sur du langage naturel pour les recherches. Vous allez retrouver des nouvelles visualisations, vous allez pouvoir faire de la création directement en drag and drop pour les utilisateurs, du self-service, vous avez de l'analyse conversationnelle dans Society Insight Advisor, vous avez un petit moteur de recherche, vous tapez quel est le montant de mon chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2023, directement la plateforme va être capable de pouvoir produire, en fonction du texte que vous avez saisi, les éléments contenus dans les bases de données que vous gérez avec Qlik. Il y a une notion mobile, hein, souvenez-vous, si vous avez QlikView, vous êtes en mode paysage, vous passez en mode portrait, bah, vous perdez un tiers de votre écran. Là, tous les développements Sense sont nativement affichables sur votre terminal. Des extensions, donc nous, on a beaucoup de projets sur QlikSense où on va intégrer du contenu QlikSense sur des portails. Là, sur le site Axi, vous regarderez, on a fait une petite application démonstration pour les Jeux Olympiques de 2024 où on analyse les résultats de 140 000 athlètes, on fait une application Sense et derrière, on la push en mode web, en mode public. Ça permet de voir l'utilisation et la communication qu'on peut faire sur des données data gérées par Qlik. Le tout étant sur une plateforme, effectivement, data moderne, totalement cloud,
et en utilisant le brevet historique de l'éditeur. Martin, la méthode? Ouais, alors on a identifié 3 méthodes pertinentes dans le cadre d'une migration de QlikView vers QlikSense ou QlikCloud. La première, c'est la méthode qu'on va privilégier quand on a peu de temps ou peu de moyens, qui est donc de basculer l'existant qui existe sur View sur QlikSense ou QlikCloud. Donc pour ça, il y a des outils de migration qui existent. Ça se fait assez facilement. L'inconvénient, c'est que souvent, QlikView, c'est une solution qui date un peu dans l'entreprise. Donc il se peut que les besoins qui avaient été développés à l'époque sur QlikView aient besoin d'être un peu mis à jour, et donc cette méthode ne couvre pas ça. Et l'autre inconvénient, c'est que finalement, QlikSense offre, comme vient de le présenter Olivier, beaucoup de nouvelles opportunités, fonctionnalités, etc. Et le fait de faire une migration à l'identique, où j'ai une application QlikView qui devient une application QlikSense avec globalement le même contenu et le même type de présentation, ne permet pas d'exploiter vraiment ces nouvelles fonctionnalités ou possibilités qui sont offertes par les nouvelles plateformes. Donc, dans ce cadre-là, il y a une deuxième méthode qui existe. Alors, juste la première option que je viens de présenter, on est capable chez Axi de la traiter soit en régie, c'est-à-dire au temps passé, on passera chez vous pour migrer les différentes solutions, enfin les différentes applications, soit en forfait. Et donc là, on va convenir avec vous d'un délai et d'un budget qui va nous permettre de réaliser cette migration, et vous maîtriserez à la fois le délai de livraison et les coûts. Deuxième solution qu'on va privilégier en régie, où là on va essayer de revoir un peu le besoin, on va refaire des interviews des utilisateurs les plus actifs sur QlikView pour identifier s'il y a besoin de nouvelles analyses, de nouveaux graphiques. On va aussi analyser s'il y a un certain nombre d'applications ou de feuilles dans les applications qui sont plus utiles aujourd'hui ou peu utilisées, et donc qui ne seraient pas à reprendre parce que finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le reprendre. Et il y a aussi un phénomène qu'on faisait beaucoup avec QlikView, qui était que, parce que QlikView était un outil très IT, où il fallait quand même s'y connaître pour développer les tableaux de bord et la restitution, c'est qu'on avait beaucoup de tableaux différents ou de graphiques qui permettaient de contenter un peu tout le monde, là où avec un outil comme QlikSense ou QlikCloud, on va être beaucoup plus à proposer un socle de données, un socle de mesures et de dimensions. On va aussi pouvoir proposer un socle graphique. Et après, les utilisateurs, s'ils ont besoin d'un tableau avec une colonne en plus ou une colonne en moins ou un graphique supplémentaire, ils seront en mesure de pouvoir le faire, et très facilement. Donc, ça permet aussi d'épurer beaucoup le nombre d'objets, le nombre de feuilles. Donc, cette deuxième solution permet justement de redéfinir ce besoin, se dire vers quel objectif on va, vers quelle solution, vers quelle application sur QlikSense on va, et donc d'avoir un truc qui est plus en phase avec les nouvelles fonctionnalités qui sont permises par ces solutions-là, et aussi plus moderne et plus adapté à nos besoins opérationnels du moment. La troisième solution, c'est globalement celle que je viens de présenter, mais avec là un cadrage et un encadrement beaucoup plus fort, parce qu'on va la réaliser en mode forfait, et donc on va définir au préalable un peu tout ce qui va être fait, et par rapport à ça, il va y avoir un chiffrage qui relatif à ce projet, un budget, un délai, et on va pouvoir du coup passer sur une migration de ce type qui va exploiter toutes les fonctionnalités de QlikSense ou QlikCloud par rapport à du QlikView, tout en maîtrisant à la fois les délais, les budgets, mais par contre, on a une approche beaucoup moins agile et beaucoup plus carrée au départ, quoi. On ne peut pas se dire qu'on va réfléchir au fil de l'eau sur les nouvelles applis qu'on va faire. Là, on pense tout de suite toutes les applis
pour avoir un cahier des charges et des spécifications qui soient assez carrés, qui vont permettre de faire ce chiffrage et cette projection. Et ensuite, on démarre le projet avec des livraisons qui se font au fil de l'eau, mais sur un truc qui a été prévu au départ. Et maintenant, et donc c'est en partie ce qui a été fait chez Chronodrive. Et donc, je leur laisse la parole pour présenter à la fois leur société et leur projet de migration ClickView vers ClickSense. Yes, on va vous présenter très rapidement Chronodrive avant de rentrer dans le détail du sujet qu'on a mené ensemble. Donc, très rapidement, Chronodrive aujourd'hui est un acteur de la grande distribution avec un fonctionnement à 100% en Drive. Nos clients font leurs courses grâce à notre app et à notre site web et peuvent être livrés en 30 minutes dans leur coffre directement, ce qui permet de transformer un moment qui est souvent une corvée en quelque chose de beaucoup plus agréable. Pour l'histoire, Chronodrive ouvre son premier magasin en 2004 à Marc-en-Barœul et devient alors le pionnier du Drive. Et aujourd'hui, Chronodrive, c'est 55 magasins répartis dans toute la France. Quelques chiffres 2021. Chronodrive, c'est 7,5 millions de commandes, environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et un trafic qui est réalisé à 70% sur notre application mobile et à 30% sur le site web. En effet, avec une communauté assez importante aussi sur les réseaux sociaux et un énorme focus sur le digital. Donc aujourd'hui, notre site web et notre app sont vraiment importants. On y apporte beaucoup d'évolutions constamment. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le parcours soit le plus agréable pour le client. Et comme je disais tout à l'heure, de transformer un moment qui est une corvée en quelque chose de beaucoup plus agréable. C'est vrai que c'est plus agréable. Donc, on va rentrer un peu plus dans l'aspect technique. Donc là, c'est la présentation de notre architecture avant migration. Donc, on voit sur la gauche de l'écran la liste des différentes solutions qui sont présentes. Donc, un ERP, un CRM, un WMS, une base de données web, l'essentiel pour faire tourner le commerce au quotidien. Au centre de ça, on voit Click qui est du coup ClickView, qui était du coup notre TL, notre outil BI et plein d'autres encore. Et sur la droite, nos partenaires, donc les flèches, ça va être les échanges de données. Donc ClickView allait se puiser en direct les données dans les bases de données sources via des vues principalement. Et du coup, renvoyer la donnée directement via nos partenaires sous forme d'ETL. On faisait de l'ETL avec ClickView. Donc on a voulu migrer parce qu'il y a des nouveaux cas d'usage qui devaient être traités, tout ce qui est autour du machine learning, une vraie utilisation de la donnée en fait. Et donc avec ClickView en brique centrale, c'était plus suffisant. Donc on a rajouté du coup quelques éléments qui ont été présentés précédemment. Donc Talend pour interfacer les bases de données sources avec un data warehouse, Snowflake en tant que data warehouse et ClickSense pour l'outil BI. Du coup, Talend va servir d'alimentation de notre data warehouse. On va recopier l'intégralité des bases de données sources dans Snowflake, puis mettre en qualité la donnée et ensuite croiser les différentes sources de données pour créer des modèles de données qui répondent à des besoins métiers. Talend va aussi servir pour la communication avec nos partenaires, que ce soit API-Yumi, 360 Learning, MERT, etc. Donc, il y a des échanges de données avec ces partenaires, donc leur envoyer des factures ou récupérer de l'information, comme sur 360 Learning, et leur envoyer les listes des utilisateurs. Et on va avoir des partenariats ou outils qui vont servir dans le cadre du machine learning. Donc que ce soit Azure ML, Alibaba, Values, etc., où on va avoir des échanges bilatéraux de données. On leur envoie des données et on récupère des scores. Ok, merci Pierre-Emmanuel et Thibaut. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand, globalement, ClickView est utilisé chez Chronodrive et pour quels usages vous l'utilisiez principalement? Ouais, on utilise ClickView depuis 2008.
initialement, bien entendu, essentiellement pour des usages BI. Et en fait, très vite, les possibilités de l'outil nous ont amené à détourner de son usage principal. Aussi parce que chez Chronodrive, on a un peu cette mentalité-là de pousser tous les outils qu'on exploite dans leur retranchement pour en tirer le maximum. On s'en servait entre autres de Data Warehouse, comme l'a dit Thibaut, de TL aussi pour alimenter des outils externes, mais aussi des outils internes. Et on s'en servait aussi de mémoire de l'entreprise. En fait, certaines bases de données d'outils du SI historisent leurs données sur une durée déterminée. Je pense au site web, par exemple, qui va garder 6 mois d'historique de commande. Côté ClickView, on venait vraiment générer un historique indéfini. Et du coup, ça servait aussi finalement en quelque sorte de mémoire de l'entreprise. On a également utilisé Qlik en l'interfaçant avec des batchs, avec des scripts autres, pour pouvoir, encore une fois, le détourner de son usage et faire de la génération de factures aux fournisseurs, de la transformation de données pour des usages tierces, ce qui, à terme, en fait, a fait de ClickView l'un des outils centraux de l'entreprise, mais aussi un outil critique. Ouais. Alors que la BI, en soi, n'est pas censée forcément l'être. Et du coup, si c'était aussi critique que ça, qu'est-ce qui vous a motivé à basculer vers ClickSense? Alors, le projet de bascule vers ClickSense est pas venu de lui-même, en fait. C'est les usages dont a parlé Thibaut tout à l'heure, l'émergence des usages de data science et d'algorithmes prédictifs qui nous ont amenés vers cette réflexion. Fin 2019, début 2020, on a commencé à travailler avec Alibaba pour mettre en œuvre des algorithmes de prédiction, notamment sur l'attrition, donc le potentiel départ de clients et les actions de rétention à mettre en œuvre pour pouvoir les retenir. On a fait quelques essais à partir de ClickView, donc d'extraction de données et d'envoi via des fichiers batch, mais très vite, on s'est rendu compte que la volumétrie et les délais et aussi finalement l'incertitude quant à l'envoi de la donnée n'allait pas convenir pour les usages qu'on souhaitait mettre en place. On a commencé du coup justement avec Axie à créer un data warehouse autour de MySQL sur une base sur une machine Azure, une VM Azure qu'on avait chez nous. Dans un premier temps, simplement pour se construire des certitudes autour de nos usages, autour de nos besoins aussi, parce qu'on est une équipe qui est assez courte à l'époque. D'ailleurs, on était deux, avec moi et du coup Loïc qui est venu me renforcer, qui est venu renforcer l'équipe quand j'étais le seul membre au départ, et donc Loïc qui vient d'Axie. Simplement du coup pour construire ce premier data warehouse et la mise en œuvre d'un ETL. On a ensuite mené pas d'époque, mais on a fait le tour un peu des entreprises du coin, et notamment de l'AFM, pour comprendre aussi comment eux avaient solutionné les problématiques identiques aux nôtres. Et on a identifié 2 solutions, du coup. Talend, parce qu'on travaillait déjà avec, on avait une première plateforme Talend qui servait à des outils internes d'échanger entre eux, et Snowflake en tant que data warehouse, pour sa capacité à s'auto-gérer finalement. L'idée chez nous, c'était pas non plus d'avoir une croissance d'équipe démentielle. On voulait rester vraiment sur un staffing assez faible. Et pour ça, en fait, Snowflake nous a permis de mettre tout de suite les mains dans l'outil et d'en tirer le maximum sans avoir derrière nous une grosse équipe de techniciens à disposition. Du coup, vu qu'on a déplacé tout le data warehouse et tout l'historique de données dans un autre outil, dans un autre data warehouse, dont c'est le rôle justement, là, c'est posé la question, finalement, de revoir déjà la façon dont ClickView était construit. Il n'y avait pas de raison d'avoir 2 vérités de données dans 2 outils différents. Il fallait que tout soit finalement dans Snowflake, le data warehouse qu'on avait choisi, puisque c'est lui ensuite qui allait être amené à diffuser la donnée, notamment à l'extérieur, mais de plus en plus aussi en interne. Il était clair que Qlik, l'éditeur, n'avait pas dans sa stratégie de maintenir ClickView et pousser vers ClickSense. Donc forcément, on a commencé, nous, à amorcer également des réflexions autour de ça, et on a challengé Qlik, en fait. On a regardé d'autres solutions,
rivaux, donc notamment Tableau, Power BI. Mais on a fait le choix de rester sur Qlik pour plusieurs choses. La première, déjà, c'est la partie licence qui, pour nous, a été parfaitement transparente. On a pu migrer nos licences QlikView vers QlikSense sans avoir un coût de double run, ce qui était financièrement très intéressant pour nous, forcément. On a pu aussi s'appuyer sur les QVD QlikView qui sont rétrocompatibles avec QlikSense. Donc ça nous a aussi permis, exactement, ça nous a aussi permis du coup de commencer à développer des applications QlikSense qui s'appuyaient sur des QVD historisés, notamment développés par QlikView, enfin générés par QlikView et qui continuaient à l'être, sans pour autant avoir déjà alimenté le data warehouse avec les données attendues. Donc ça, pour ça, c'était hyper simplifiant. Et des fonctionnalités autres, alors déjà l'interfaçage natif de QlikSense avec Snowflake, forcément c'était un plus, mais également de nouvelles fonctionnalités apportées par Qlik. Donc je pense à l'ODAG, qui était un vrai problème chez nous. En fait, on avait pas mal d'utilisateurs power user qui attaquaient directement Qlik via le client lourd et qui avaient pour habitude d'aller directement dans le script, modifier les paramètres de date pour rallonger, raccourcir l'historique, avoir un peu plus de profondeur ou en avoir très moins. Cet usage-là n'étant plus possible avec QlikSense puisqu'on est sur une interface full SaaS, pardon. L'ODAG, du coup, permet de répondre à ce besoin. Mais également, cette interface full SaaS, en fait, est un gros avantage pour nous parce que le patrimoine Qlik, en fait, d'année en année, n'a fait que grossir. Et on était dans l'incapacité, finalement, de maîtriser les usages puisque les personnes qui accèdent à Qlik en client lourd ne nous permettent pas de voir finalement ce qu'ils font, comment ils utilisent la plateforme et quelles sont les applications utilisées ou qui ne le sont pas. Avec l'interface full SaaS, on est en mesure de savoir quelles sont les applications exploitées, mais également au sein de ces applications, quelles sont les feuilles et quels sont les graphiques qui servent. Donc aujourd'hui, on est en mesure de piloter beaucoup plus finement puisque on peut proposer, suggérer au métier d'arrêter complètement des applications, de décommissionner des feuilles, de décommissionner des graphes, si on voit qu'en fait, finalement, leur exploitation n'a plus de sens à arriver à un moment donné. Donc voilà, c'est aujourd'hui les avantages de QlikSense qui nous ont convaincus. Et pour l'instant, on n'est pas mécontent de notre choix. Et du coup, je commençais à parler tout à l'heure des différentes options de migration. Vous, c'est quoi la meilleure solution ou en tout cas, quelle solution vous avez testée et quelle était la meilleure? Alors, dans un premier temps, on a imaginé un peu le monde parfait. Et on a commencé à réfléchir à quelle était pour nous la BI ciblée. On avait historiquement des patrimoines de données et des directions qui étaient un peu en silo. On pouvait retrouver 3 chiffres d'affaires différents selon la direction dans laquelle on se trouvait, plusieurs marges aussi, des KPI qui étaient doublés, triplés, quadruplés, avec potentiellement des définitions différentes. Et on a souhaité casser les silos et du coup avoir un langage commun au niveau de l'entreprise. On a également voulu rendre du coup toute la donnée accessible sans pour autant avoir de compétences techniques. Sur QlikView, on a eu des power users qui étaient, comme leur nom l'indique, en fait, tout à fait capables d'aller mettre les mains dans le code, d'extraire des données, de les comprendre et de les manipuler. Avec le temps, c'est devenu de moins en moins vrai. Et en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a souhaité sortir de QlikView, c'est que ces usages-là n'ayant plus lieu d'être, ça n'avait plus tellement de sens de conserver une plateforme qui donnait la capacité aux utilisateurs d'aller triturer le code. Là, ce qu'on voulait, c'était finalement avoir une donnée qui était très claire, qui pouvait être mise en forme, sans pour autant être obligé de comprendre tous les calculs sous-jacents qui amènent à la construction du KPI. Donc, l'accessibilité à la donnée, la capacité de comprendre la donnée et donc l'autonomie dans sa manipulation, ça faisait partie des leitmotivs qu'on a immédiatement mis sur le papier. Ensuite, on est parti dans une rédaction d'écriture de spec. On a identifié la cartographie des applications dont on avait besoin. On a fait le tour avec les métiers des applications sur lesquelles il faudrait mettre vraiment les KPI sur lesquels il fallait mettre le focus et en travaillant également l'aspect du coup granularité, profondeur d'historique. Donc ça, c'était vraiment sur des applications désilotées.
mais qui n'offrait quand même pas un point de vue, qui est finalement le point de vue de la direction, puisque le désilotage, dans la pratique, c'est bien beau, mais en fait, dans la théorie, c'est bien beau, mais dans la pratique, c'est pas toujours possible. Donc, on a construit autour de ça des tours de contrôle propres à chacune des directions, avec l'idée sous-jacente suivante. C'est, j'aime bien finalement prendre le parallèle du tableau de bord dans une voiture. Je monte dans ma voiture, je mets le contact, et là, je vois des voyants qui passent au vert, et ou pas. Et en tout cas, si les voyants passent au vert, je sais qu'il n'y a aucun problème. Je mets le contact et je trace ma route, je fais ma journée. Si j'ai des voyants qui s'allument et qui sont orange, je sais que potentiellement il y a quelque chose à regarder. C'est pas urgent, mais il y a quelque chose qui attire mon attention, en tout cas sur lequel je vais devoir me concentrer. Si en revanche j'ai des voyants rouges, j'arrête ce que j'étais sur le point de faire et il y a quelque chose à regarder là urgemment parce que visiblement je vais pas pouvoir prendre la route. C'est un peu l'idée. On a construit des tours de contrôle qui ne rentrent pas dans le détail des KPI, mais qui mettent en évidence le fait que des KPI sur lesquels la direction doit se concentrer sont potentiellement, actuellement, là, en deçà des attentes. Et ensuite, il y a les applications détaillées et communes qui, elles, rentrent au niveau de granularité le plus fin et qui permettent de comprendre pourquoi est-ce que l'indicateur au global n'est pas au résultat attendu. Donc, on a construit comme ça une cartographie de 38 applications avec 8 tours de contrôle et 30 applications de détail communes à toute l'entreprise. Suite à ça, du coup, on a mis tout ça dans une roadmap qui, du coup, était composée de 10 lots de 4 semaines chacun et pour un total de 41 livrables. Donc, finalement, il y a 3 applications qu'on livre en 2 fois et toutes les autres étaient livrées en une seule fois. On a ensuite réalisé un POC, le premier sur ClickView, où on a construit une tour de contrôle, la tour de contrôle pour les magasins, qui pour nous représente la plus grosse communauté de collaborateurs, un peu plus de 3000 personnes, de façon à s'assurer que du coup cette logique de tour de contrôle était viable déjà. Et le deuxième point, c'était de repartir à partir de ClickSense, de recréer une application. Donc c'était l'application la plus utilisée chez nous, qui était le suivi du chiffre d'affaires, afin de pouvoir tester déjà tout ce qu'on avait planifié sur Snowflake, donc à savoir en fait, dans ClickView, on avait un détail très fin des données, et les KPI étaient construits à la volée au moment des chargements d'applications. Dans Snowflake, du coup, par rapport à ce que je disais sur l'accessibilité et l'autonomie des métiers, on préconstruit tous les KPI directement au sein de Snowflake et on n'expose que des données qui sont à usage fonctionnel. Ce qui fait qu'il n'y a jamais besoin de se poser la question de comment est-ce que je dois agréger mes données de façon à obtenir le chiffre d'affaires. Dans ClickSense, la question ne se pose pas, le chiffre d'affaires arrive déjà préconstruit. Et donc, on a voulu tester aussi cette logique-là et mettre en œuvre une application ClickSense qui, à la fois en plus, reprenait l'application ClickView passée avec les capacités qui étaient celles de ClickView en matière d'exposition de données, mais aussi en mettant en place des nouveaux graphiques que propose ClickSense, de manière à pouvoir montrer aux futurs utilisateurs ce que ClickSense était capable d'apporter en plus de ClickView. Les 2 POC se sont avérés concluants, et donc on validait la stratégie qu'on avait mis en place, et est venue ensuite la migration, qui ne s'est pas déroulée aussi aisément que ce qu'on avait posé sur le papier. Une première tentative. Voilà, la première tentative a été celle de respecter le planning qu'on avait défini. Sauf que ce qu'on n'avait pas imaginé initialement, c'était les problématiques de conduite du changement, et on doutait qu'on allait y être confronté, mais pas à ce point-là. Et également des problématiques finalement de roadmap. On était en plein Covid, ce qui fait que les priorités de l'entreprise, c'était pas forcément la BI, c'était plutôt le chiffre d'affaires, la stabilisation du chiffre d'affaires, la stabilisation de la base client. Et donc, on a été submergés tous par le travail, et notamment les métiers, ce qui fait que nous, on était capable de développer, mais on n'avait pas forcément les entrants pour le faire, ou on n'avait pas forcément de personnes en face de nous pour pouvoir faire la recette. Ce qui fait qu'on a des applications qui ont pu être livrées, d'autres qui n'ont pas pu commencer à être développées, et d'autres qui étaient développées mais qui étaient en attente de recettes. Donc sprint en sprint, comme ça, on s'est retrouvé avec un tas de sable qu'on décalait au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on finisse par dire, bon bah stop, ça sert plus à rien, là, on respecte plus le planning, on a fait 4 versions de ce planning quand même. À la 4e version, on s'est dit, bon, ça suffit, on va faire autrement. Et on va fonctionner par opportunisme, on va regarder les données dont on dispose, on va livrer les applications petit bout par petit bout avec ce qu'on est déjà capable de livrer, et on fera la recette avec les personnes qui sont disponibles pour le faire à l'instant T.
Mais finalement, le projet étant toujours pas priorisé dans la roadmap, les personnes n'étaient pas plus disponibles. On avançait, on mettait des applications à dispo et on a été confronté finalement exactement au même problème, à savoir ceux qui étaient disponibles avançaient, ceux qui n'étaient pas avaient toujours rien et on avait des applications qui étaient des directions qui étaient très bien servies quand d'autres n'avaient rien. Et on avait des KPI qui finalement arrivaient en production qui n'étaient pas forcément recettés, pas forcément fiables. Et en plus de ça, on s'est retrouvé avec de la défiance vis-à-vis de ce qu'il y avait dans ClickView, puisqu'on est parti d'une feuille blanche. On a identifié qu'il y avait des problématiques dans ClickView de qualité de données. On a, comme je l'ai dit, des KPI qui étaient calculés en 2, 3, 4 fois, mais pas toujours avec les mêmes règles de gestion, ce qui fait que certaines directions étaient d'accord avec les KPI unifiés qu'on avait développés et qu'on avait définis ensemble. Mais d'autres, du coup, comprenaient pas pourquoi la donnée qui était précédemment affichée dans ClickView était différente de celle qui était dans ClickSense, ou en tout cas, ClickView étant la seule source de vérité pour eux, n'était pas en mesure de nous valider la donnée ClickSense, puisque les données n'étaient pas comparables. Donc on s'est retrouvé à nouveau bloqué, et ces 2 premières itérations-là nous ont pris 1 an. La troisième, c'est celle avec laquelle, à partir de laquelle du coup vous êtes entré en jeu. Là, ça a été plutôt radical. On s'est dit, bon, on va faire un Big Bang maintenant, on met une date butoir, c'est le 1er janvier 2023. Et là, on était au mois de juin 2022. Et quoi qu'il arrive, ça va couper. Ça va couper, donc soyez prêts. Et on a fourni un planning, du coup, qu'on a travaillé avec les métiers, bien entendu. On a identifié les KPI qui étaient indispensables à reprendre, les applications qui étaient indispensables à reprendre. Donc là aussi, on a bien rigolé quand on a eu plus de 60 applications à reporter et 1290 KPI, si je me rappelle bien, dont une application, par exemple, qui s'appelle Compta 2015, qui n'avait plus été rechargée depuis 2017, alors qu'on était en 2022, qui était indispensable à reprendre. Donc celle-là, spoiler alert, on ne l'a pas reprise. On n'a demandé à personne. Mais voilà, on a vite vu que finalement, dans les priorités qui avaient été définies, il y avait des choses qui étaient quand même un peu aberrantes. Et on a su très vite qu'on ne serait pas capable en fait, de supporter ce rythme-là, puisque plus de 200 indicateurs à développer par mois, ça semblait, c'est une hérésie, et même pour une entreprise, en fait, 1290 indicateurs pour piloter la boîte, ça semble complètement ubuesque. Et donc, on a essayé de retravailler à chaque fois avec eux, vraiment de leur tirer les verres du nez pour comprendre les principaux KPI à reprendre, mais ça a été encore là une fois compliqué, et c'est pour ça qu'on parle de demi-réussite dans les résultats, puisque finalement le projet n'a vraiment décollé qu'au 2 janvier lorsqu'on a coupé. À partir de là, les 1290 indicateurs se sont transformés en une vingtaine, qu'il était indispensable de basculer très vite, parce qu'ils n'avaient pas été repris, pas initialement correctement priorisés, et le projet a vraiment avancé, et dès lors où il y a eu la coupure, dès lors qu'il y a eu la coupure, finalement entre janvier 2023, donc sur toute la période de VSR, finalement entre janvier 2023 et mars 2023, on n'aura jamais développé, avancé et produit aussi vite et aussi efficacement que sur les 6 mois précédents, qui était la période finalement de réalisation du projet. Parce que le 1er janvier 2023, ton serveur ClickView, il était arrêté. Quoi. Alors on l'a pas arrêté, mais on a coupé les accès externes. On a coupé l'access point. Donc forcément, dès lors où il n'y avait plus les accès, c'est là où les utilisateurs sont un peu plus réactifs. Alors, dans le cadre de cette migration, hein, sur le travail qu'on a fait pendant plusieurs mois ensemble, justement, quel était l'orga de l'équipe, comment vous avez planifié la chose, à la fois côté chrono et avec la gestion de l'équipe chez Axi? Ouais, du coup, on est arrivé en juin 2022 avec une demande de migration forte suite à nos 2 échecs, comme on peut les qualifier comme ça. Donc, on vous a présenté l'ensemble de notre périmètre à migrer, et face à ça, vous nous avez proposé un plan d'action qu'on a validé. Donc, c'était un directeur de projet Axi, un chef de projet technique aussi des équipes Axi, un chef de projet fonctionnel ChronoDrive. C'était moi, 2 data ingénieurs qui travaillaient déjà avec Chrono et dont on connaissait l'efficacité et la qualité, et 6 développeurs ClickSense qui nous ont accompagnés pour la création de toutes ces applications. Le gros avantage de cette équipe, c'est qu'elle a été scalable,
et que le nombre de développeurs ClickSense est allé jusqu'à 6, mais c'était pas 6 le premier jour. Et du coup, on a eu plus de data engineers sur certaines périodes et plus de développeurs ClickSense sur d'autres. Sur la partie, justement, Christopher, tu parlais un petit peu aussi des utilisateurs tout à l'heure. Comment, dans le cadre de la conduite du changement, changement de plateforme, Vue vers Sense, nouveaux indicateurs, comment vous les avez adressés justement? Du coup, cette partie-là, la conduite du changement, ça a été un petit peu compliqué. Le changement, il s'est vraiment fait le jour où ils ont commencé à aller sur leur favori ClickView et que ça marchait pas. Il n'y avait plus de ClickView. Du coup, beaucoup de demandes des métiers, on les avait prévenus, reprévenus, mais ils disaient que ça allait pas se faire suite aux 2 précédentes migrations qui avaient été abordées. Du coup, on a un pool de 500 licences, 450 analyseurs et 50 pros. Donc les 50 pros sont répartis sur les porteurs métiers, les anciens power users, les historiques plutôt power user ClickView, ainsi que les équipes de développement et d'administration. Et du coup, les 450 analyseurs sont répartis sur le reste de l'entreprise. Du coup, on a commencé par migrer des applications stratégiques comme le suivi CA, tout à l'heure on en a parlé. Pour montrer l'efficacité et les rendus ClickSense, que c'était un produit de qualité, essayer de motiver un petit peu les équipes. On a formé du coup les power users, ils ont tous été emmenés en formation. Les 50 personnes qui ont des licences professionnelles ont reçu une formation ClickSense pour réussir à embarquer un petit peu les métiers. On a fait du coup des formations UX, on a fait un template charté aux couleurs de l'entreprise pour aider à exactement et à embarquer les utilisateurs sur quelque chose d'agréable. On n'avait pas du tout d'homogénéité sur ClickView. On pouvait voir à travers les 70 applications ClickView vraiment l'historique des templates chrono qui s'enchaînaient. Qui a développé quelle API? Exactement, avec des immondices par-ci par-là. Donc on voulait vraiment uniformiser et rendre la solution belle pour qu'elle soit plus facile à accepter dans le changement. On a fait des e-learning pour les utilisateurs, pour savoir comment naviguer sur la plateforme. Tout n'est pas trivial quand on passe de ClickView à ClickSense. Il y a des changements qui sont assez forts, typiquement les onglets qui disparaissent dans une application, etc. Mais qui finalement, une fois formés, ne posent absolument plus de soucis. Mais du coup, nous, on avait ce petit pas sur la formation, c'est que si on remplace ton application ClickView par une application ClickSense et qu'on dit rien, il y a quand même un petit pas à faire qui est nécessaire. Et du coup, on a toujours les utilisateurs. La principale difficulté qu'on a rencontrée, c'était la disponibilité, parce qu'ils n'avaient pas de temps alloué par leur direction pour ce projet, pour la migration. Je pense que ça fait partie des points qui ont été le plus douloureux pour nous dans la conduite du changement et dans la conduite de ce projet, c'est que les métiers n'avaient pas de temps alloué pour le projet. Et c'est vraiment un des gros points noirs d'attention. La problématique chez nous, c'est que finalement, c'est un projet qui est venu par l'IT, parce qu'il est issu d'autres projets, en fait, qui étaient des projets IT, à savoir la mise en œuvre d'une plateforme data. Oui, la modernisation, donc ça vient de l'IT, il faut pousser ça auprès des fonctionnels, des opérationnels. Tout à fait, et finalement, c'est l'opportunité qui a fait le larron et qui nous a amené à aller vers ClickSense, mais c'est un projet qui venait de nous, finalement, de l'IT et pas des métiers, et ça a été effectivement difficile de les onboarder. Jusqu'à ce qu'on coupe les accès à l'ancienne plateforme BI. On a aussi mis en place ce qu'on appelle chez Chrono la matinée data, qui a beaucoup aidé aussi, je pense, en début d'année. C'est un rendez-vous mensuel co-animé par la data IT et la data marketing. Rendez-vous pendant lequel on invitait toute l'entreprise, donc même les magasins, etc. Tout le monde était. C'est un événement interne. Exactement. D'accord. Tout le monde était invité et il était découpé en 2 parties. On avait une première partie redescente d'informations pendant laquelle on présentait un peu le statut du projet, où est-ce qu'on en était, ce qu'il nous restait à faire, etc. Ça nous permettait aussi de montrer les premières applications qui avaient été développées. Et de montrer du coup au métier les capacités de ClickSense. Et vous pouvez potentiellement en tirer, donc ça les motive et à les embarquer un petit peu sur. C'est exactement l'idée. Et ensuite, une deuxième partie de cette matinée data, plutôt sur un format atelier. Donc on avait découpé les différentes directions.
on y mettait un ou deux experts data, développeurs ou experts data, pour les accompagner. Et donc, pendant 1h30, ça nous permettait de discuter avec eux de leur sujet, sur leurs applications. Est-ce qu'ils avaient des questions sur le fonctionnement de ClickSense, où est-ce qu'en étaient leurs différentes applications, etc. Et donc ça, on l'a fait 2 fois. La prochaine aura lieu bientôt, mais on commence du coup à ne plus parler de ces sujets-là aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose qui a débloqué. C'est un des outils pour lequel tu as une adhésion aussi tes utilisateurs sur tes projets. Complètement. Ça a débloqué pas mal de choses aussi de mettre cette matinée data en place. Complètement. Il y a toute une phase qui est assez compliquée chez Chronodrive, c'est la communication avec les magasins, vu que c'est une petite entreprise avec quand même beaucoup de magasins et donc beaucoup de collaborateurs. Et donc la communication avec tous les utilisateurs finaux n'est pas forcément aisée quand ils sont pas au service centraux. Et donc cette matinée data, ça a vraiment permis de les mettre face à nous, qu'ils puissent poser leurs questions ouvertement, parce que eux, du coup, un peu du jour au lendemain, ont été un peu plongés dans le noir, parce qu'ils n'étaient pas là ils sont pas présents au quotidien dans les réunions, etc. Ils ont des représentants qui sont là, mais ils sont pas tous là. Et donc, c'était bien de pouvoir leur expliquer à plat pourquoi et de comment leurs applications allaient arriver, quand, etc. Et j'imagine que c'est judicieux aussi dans les deux sens, parce que je pense qu'à la fois pour eux, qui découvrent ce que vous êtes en mesure de proposer, mais également pour vous, d'avoir les questions et voir quel type de questionnement ils peuvent se poser dans la constitution des projets. Ça nous permettait de collecter des retours. On avait d'ailleurs mis aussi en place un questionnaire qu'on envoyait à la fin de cette matinée data. On leur demandait aussi de donner une note de satisfaction sur le projet par rapport à leurs besoins à eux. Et du coup, c'est un indicateur que nous, on suivait qui nous permettait de nous dire qu'on est dans la bonne direction. Il est bon. C'était un peu sport, le premier était un peu rouge. Ouais, était un peu rouge, mais ça nous a permis de prioriser et les indicateurs sont passés au vert sur le deuxième événement. Donc c'était bon, on avait mis en place ce qu'il fallait. Et alors, à l'image de cette matinée data, est-ce que vous avez d'autres bonnes pratiques ou conseils justement sur la migration ClickView que vous avez réalisée? Donc, c'est donc sur les retours et bonnes pratiques, il y a un des qu'on a déjà énoncé. Je pense que ce qui nous a permis de réussir cette migration, c'était qu'on avait un socle d'utilisateurs. Suite aux 2 précédentes migrations qu'il y avait, on avait un socle d'utilisateurs qui était formé et qui savait que la solution était mieux. Ils étaient convaincus qu'une fois la migration effectuée, ClickSense serait mieux que ClickView. Et ça, c'est important. C'est une première brique importante parce que s'ils ne sont pas convaincus comme ça l'était au début, il n'y a pas d'adhésion, ils n'avaient pas de temps à louer. Il m'a rassuré techniquement en disant qu'ils vont avoir effectivement une valeur supplémentaire en passant d'une plateforme à l'autre. Ce n'était pas leur demande, mais ils seraient quand même gagnants à l'issue de la migration. L'autre point qui nous a un petit peu sauvés pour le coup suite à la coupure, c'est le soutien de notre direction. C'était du coup une migration poussée par la DSI et le DSI a suivi le projet jusqu'au bout et a été pas moteur mais en soutien du projet tout du long. Et donc on a eu un peu de retour négatif suite à la coupure de ClickView au 1er janvier 2023, car toutes les directions n'avaient pas d'application ClickSense. Celles qui ne s'étaient pas mobilisées pour n'avaient pas grand-chose pour le coup. Et il y a eu pas mal de demandes de réallumage des serveurs ClickView. Et grâce à l'appui de notre DSI, on a eu la chance de ne pas pouvoir le faire parce que si je pense qu'on avait réouvert les accès. Voilà, c'est une manière de dire. Si on avait réouvert les accès à ce moment-là, on aurait eu beaucoup de mal à les recouper. On y serait probablement encore. C'est sûr. C'est le moteur principal de la mobilisation. Et la deadline. Exactement. Donc c'était dur. Donc on avait l'appui de notre DSI et du coup ce qui était aussi motivant de ce côté-là, c'était l'aspect éviter un double run, le double run ClickView ClickSense. Il n'y a pas de coût de licence, mais le double run des serveurs. Ça reste quand même deux plateformes d'administration, de gouvernance. Et on est on-premise, du coup ça demande quand même des serveurs relativement importants pour traiter les cas d'usage que l'on traite. Donc le double run serveur était très onéreux. Aujourd'hui, les utilisateurs préfèrent ClickSense à ClickView, ça, il n'y a plus de doute. On a des applications qui sont plus réactives grâce à des nouvelles possibilités comme l'ODAG, etc. On embarque moins d'historique, comme le disait tout à l'heure Christopher.
historique. Juste l'ODAC, pour ceux qui ne font pas le rapprochement, en fait, c'est une application maître qui permet en fait de sélectionner un certain nombre de dimensions et de générer, en fonction des dimensions que vous allez sélectionner, de générer une application sur base en filtrant les éléments que vous allez sélectionner. Et ça va permettre vraiment de faire un focus sur une catégorie de produits, une saisonnalité, une région. Vous cliquez sur générer, ça va générer une app en chargeant les éléments en fonction de ce que vous venez de sélectionner. Et avec une profondeur d'historique bien plus importante que l'application de base. En amont, tu peux avoir vraiment tout l'historique et ensuite, grâce à ça, vraiment générer une application et ne pas charger en mémoire RAM tout l'historique avec 10 ans d'historique de tickets de casse. On avait des applications DAF sur ClickView qui, quand on touchait un filtre, mettaient à peu près 20 minutes pour se recharger parce qu'elles embarquaient tout le chiffre de l'année. Donc au début de l'année, il n'y a que 3-4 mois embarqués et ça se passe bien. Et puis arrivé en septembre, ça commence à se compliquer. En février, ça devait commencer à tousser un peu déjà. Ça a tout sauté, mais c'était utilisable. À partir du mois de septembre, c'était plus utilisable. L'application servait à faire des extractions et on faisait des extractions agrégées au rayon. Du coup, on ne pouvait plus vraiment découper les extractions mois par mois. Donc à partir de septembre, les extractions, c'était plus possible. On était obligé de les faire rayon par rayon. Donc 50 rayons à extraire, c'est pas 9 mois, quoi. C'est vraiment contraignant. Donc ça, aujourd'hui, il y a plus de soucis avec ClickSense. L'application embarque moins d'historique et on a la possibilité, du coup, via l'ODAG, donc qui veut dire On Demand Application Generator, de générer une application avec la profondeur d'historique souhaitée et donc de pouvoir récupérer nos données et exploiter les données d'1 ou de 2 ans, si on a besoin de 2 ans, aller revenir sur une période qui nous intéressait pour des raisons fonctionnelles, etc. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. La prise en main de ClickSense est simplifiée par rapport à ClickView à travers son interface web, etc. Le client lourd était relativement contraignant côté ClickView. Du coup, toute cette brique-là disparaît et est simplifiée pour les utilisateurs. Et du coup, donc dans les gros plus, on a centralisé l'ensemble des remontées à travers des fichiers Excel. On a coupé la société en 2 parties, une partie magasin et une partie services centraux, pour avoir un nombre de collaborateurs actifs assez proche. Et du coup, toutes les remontées qu'ils avaient sur leurs applications, les choses qui fonctionnent pas, les problèmes de qualité de données, les choses qu'ils ne retrouvent pas, ils remontaient tout ça dans un fichier Excel. Ça a servi du coup à prioriser les demandes parce qu'ils avaient accès à un poids de priorité sur ce fichier-là. On pouvait en temps réel leur mettre nos avancées du coup en parallèle de leurs demandes, dire que ça s'est traité, c'est à cet endroit-là, on est en train d'avancer. Un tronc commun qui centralise toutes les demandes, etc. Exactement. Donc ça nous a vachement simplifié la communication puisque finalement, au lieu de devoir systématiquement envoyer des mails aux personnes pour leur dire ça c'est en production, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, l'accès au fichier du coup permettait à tout le monde d'avoir une visu sur l'avancée des travaux. Ça permettait aussi à ceux pour lesquels il n'y avait pas eu de choses de développer depuis quelques jours, de voir que c'est pas pour autant qu'on se tournait les pouces, qu'on avançait sur d'autres sujets. Et au global, on a délivré énormément de choses. C'était forcément chacun voit un peu midi à sa porte et ne voit que ce qu'il attend. Mais ça permet quand même, ça leur permettait à chacun de voir qu'avec une équipe qui était quand même assez restreinte, on servait finalement très efficacement l'intégralité de l'entreprise. C'était de l'opérationnel, mais c'était aussi un outil de communication vis-à-vis de tes utilisateurs. Complètement. Tu vois que les travaux avancent et c'est de la visibilité en fait. Plus on avait de transparence, soit à travers les metadata, soit à travers ces fichiers, mieux le relationnel se passait en fait. L'autre gros point, du coup, c'était les Power Users, donc c'était des relais vers les métiers, ce sont des gens de toutes les directions. Il y en a au moins un par direction. Et donc, eux étaient formés à la solution, relayer les besoins, nous accompagner potentiellement sur des cadrages, etc., en fonction de leur capacitif et de leur appétence. Et donc, eux étaient vraiment une condition de réussite obligatoire. Dans les choses que l'on conseille ou qu'on ferait potentiellement différemment, si on devait refaire de toute façon. Différemment au mieux, ouais. Ouais, c'est ça. On referait toujours un projet différemment de toute façon. Du coup, nous, ce qui nous a vraiment aidé, c'est d'avoir une deadline de coupure et de la tenir. C'était douloureux, mais je pense qu'on demanderait même aujourd'hui aux utilisateurs s'il fallait le refaire avoir une deadline dure, ils s'y retrouvent aujourd'hui en fait. Il y a eu une petite période d'une quinzaine de jours, un mois qui a été un petit peu tendue.
mais dès 2 semaines, ils avaient déjà une grosse partie de leurs indicateurs indispensables qui étaient livrés. Et surtout, en fait, finalement, ce que ça a permis, c'est de vraiment rationaliser les indicateurs qui sont aujourd'hui en production. Oui. Parce que dans les clés de réussite du projet, on a identifié tout à l'heure l'accessibilité de la donnée. À travers ça, il y a aussi ne pas noyer les KPI importants au milieu du bruit. Et donc, ça nécessite d'avoir un volume d'indicateurs qui soit suffisant, mais qui ne soit pas non plus démesuré parce que sinon on noie le poisson. En fait, on ne sait plus quel indicateur regarder et quels sont ceux qui ont vraiment du sens. Finalement, cette mise en place d'un jalon à partir duquel on coupe a obligé les métiers à prioriser et à identifier quels étaient pour eux finalement ceux qui étaient indispensables à leur quotidien parmi tous ceux qu'ils pouvaient utiliser. Et aujourd'hui, on a, nous, un socle de KPI, un socle applicatif déjà bien plus facile à maintenir parce qu'il est moins important. On sait en plus aujourd'hui clairement quels sont ceux qui sont vraiment utilisés. Et donc clairement, finalement, cette pratique de couper les accès à l'ancienne plateforme pour inciter ceux qui ne l'ont pas encore fait à se mobiliser sur la nouvelle, c'est, je pense, l'un des points saillants en fait de la réussite du projet qu'on aurait pu anticiper, qu'on aurait pu faire en fait plus tôt, tout simplement. Dans notre cas, on a fait une migration quasiment globale de l'entreprise en une fois. Je dis quasiment globale parce qu'on a écarté la DAF. En débranchant le 1er janvier, on s'est dit que pour la clôture comptable, on n'allait peut-être pas les débrancher aussi le 1er janvier, sinon ça risquait d'être compliqué et que là, on allait nous imposer de rallumer les serveurs. Du coup, la DAF, on les a mis un petit peu à part et on leur a laissé des accès sur leurs applications spécifiques ClickView parce que les sujets de marge, etc., c'est aussi très compliqué. Donc, on ne voulait pas embarquer ce sujet-là très, très compliqué en même temps que le reste et prendre le risque de faire capoter l'ensemble du projet sur une partie assez mineure finalement. Et du coup, ça serait de migrer les directions une à une. Je pense que, enfin, aujourd'hui, on le referait très probablement comme ça. Par direction. C'est ça. Parce que en fait, les indicateurs sont assez silotés par métier. Même si des métiers vont avoir besoin d'une donnée assez transverse, finalement, ce qu'ils vont regarder, c'est... Tu vas avoir un socle commun, mais ensuite, chaque métier aura ses KPI dédiés. Exactement. Même s'ils regardent la même donnée, ils ne la regardent pas de la même manière de direction. Donc, on peut vraiment découper ça en direction. Il faut bien couper, enfin nous on est très content d'avoir coupé les accès ClickView après la migration. On n'a pas eu, enfin ça n'a pas été tranché, il y a pas mal eu d'aller-retour des gens qui allaient encore sur ClickView après pendant quelques temps. On n'a pas fait la chasse aux utilisateurs qui avaient des accès contournés, etc. Mais du coup on a eu quelques petites surprises comme ça. Donc la coupure a été nécessaire. Des accès. Si on avait pu le faire plus proprement, je pense que ça aurait apporté plus de transparence et plus de compréhension. Certains ne comprenaient pas pourquoi il y en avait qui arrivaient encore à se connecter avec des anciens comptes ou des choses comme ça. Donc une coupure globale et propre apporte plus de clarté. On l'a fait sur la fin de la migration, c'est migrer avec le moteur Click, migrer les applications ClickView avec le moteur Click pour continuer d'exploiter tout la donnée, le patrimoine qui était présent sur ClickView, et donc de migrer l'application. Comme ça, on fait migrer les utilisateurs de manière finale vers la solution finale, mais pas au niveau données. Donc ça enlève beaucoup de poids sur les équipes de développement, et ça permet de mettre l'utilisateur dans son environnement final et pour lui, en fait, de le faire migrer en quelque sorte. La bascule qui consiste à dire on prend les QVD existants, on les charge dans le moteur Sense, et on a juste l'interface, on part d'une feuille blanche et on a juste les données en master item et tu remets. Et on repart du moteur click et on redéveloppe directement l'application. On convertit l'application plus qu'on redéveloppe. On convertit l'application ClickView vers une application ClickSense et on continue de se baser sur les QVT ClickView. Comme ça, il y a continuité de la donnée, il n'y a pas de mouvement brusque dans les indicateurs, etc. Et du coup, le gros point qu'on a abordé à plusieurs moments, c'est d'allouer du temps dans les plannings des métiers. Sinon, on se retrouve face à un mur parce que les gens sont tous débordés. Et si on leur alloue pas de temps sur les projets spécifiques, on ne peut pas s'en sortir. Quelques points sur l'avenir de Click, justement, la migration au 1er janvier, les enjeux, l'avenir à court moyen terme. Chef Ronan.
Du coup, aujourd'hui, la migration est terminée ou à 99%, je dirais. Il y a peut-être des petites briques qui ne sont pas encore remontées parce qu'elles n'ont pas été bien priorisées ou des choses qui sont un peu perdues au fil de l'eau. Donc aujourd'hui, on est plus dans de l'enrichissement continu que de la fin de migration. Donc on recueille les besoins au quotidien. Ça arrive dans les équipes chez nous. Du coup, la data est scindée en deux, data IT et data marketing. Pierre-Emmanuel, du coup, qui est côté data marketing, recueille les besoins métiers. On les priorise on les priorise, puis on les embarque dans des sprints de 15 jours pour faire de l'évolution au fil de l'eau. Il n'y a plus aucun retour en arrière qui est envisagé vers ClickView. Il reste quelques scripts ClickView qui tournent plus sur de l'ETL mais plus du tout de BI sur ClickView. Donc ça, c'est bien terminé. Côté ClickSense, on est on-premise, du coup, on fait 2 montées de version par an. À chaque fois, ça se passe bien, c'est simple, il faut juste les prévoir, ce qui n'est pas ce qui n'est pas tout le temps une priorité. Qui n'étaient pas adressés sur ClickView, soit sur des problèmes de qualité de données, de volumétrie, etc. Le fait d'avoir redessiné le SI aussi nous permet de faire beaucoup de choses, des modèles prédictifs et de restituer ça sur ClickSense, comme aujourd'hui des prévisions de chiffre d'affaires ou des choses comme ça. Et des sujets de qualité de données à l'avenir, parce que du coup, le fait d'avoir un SI propre nous montre que notre donnée n'est pas elle toute propre. Donc des sujets de qualité de données qui arrivent sur la table. C'est clair. Bon. Bah, merci en tout cas à tous les trois pour ce retour très enrichissant. On dépasse un petit peu au niveau du timing. Je ne sais pas si on a peut-être prendre une ou deux questions. Ouais. Alors je regarde. On a une question de Pierre-Yves. N'avez-vous jamais envisagé de migrer vos applications ClickView à l'identique? Alors, initialement, non, parce que on était persuadé qu'on allait pouvoir aller tout de suite dans la BI rêvée. Par contre, c'est effectivement ce qu'on s'est résigné à faire à un moment donné, tout simplement par pragmatisme, parce qu'on voulait mettre à disposition des utilisateurs des applications qui étaient existantes sur ClickView et qui n'étaient pas encore prêtes sur ClickSense et pour lesquelles on n'avait pas de temps alloué puisqu'on avait d'autres priorités. Donc, c'est effectivement ce qu'on a été amené à faire sur, je dirais, 4-5 applications de façon à temporiser, à nous pouvoir nous laisser le temps du coup de développer les indicateurs dans Snowflake et les applications ClickSense pour ensuite du coup embarquer leurs sujets et les redévelopper proprement. Tu as peut-être une notion aussi de timing, parce que tu avais peut-être des applications ClickView qui avaient été développées il y a 8 ans. Exactement. Donc c'est vrai que les porter sur Sales nécessite peut-être justement une revue du contenu, des KPI, etc. Si c'était des applications ClickView qui ont été développées il y a 1 an ou 2, voilà, les informations, les types d'analyse étaient peut-être plus à l'ordre du jour. Et effectivement, sur ce type d'application qu'on a basculé via le moteur de bascule. Je dirais plus que développé il y a 8 ans, c'est plus qui ont vécu pendant 8 ans. Donc, ils ont eu de la petite évolution, des feuilles en plus, des feuilles en plus. On n'enlève jamais ce qui ne sert plus. On ferme le tableau et on le met dans un coin d'une feuille. Et du coup, quand on audite l'application, c'est un cumul et de personnes aussi. Et de personnes, bien sûr. Forcément, nous sommes en pair. Compétences, parce que du coup, ça a été développé par très inégal. Du coup, il y a des applications où après audit, il y avait 500 indicateurs dans l'application. Et donc, faire une migration 1 pour 1 de 500 indicateurs, c'est quelque chose de très, très lourd finalement. Donc, idéalement, on ne voulait pas. C'était pas très pertinent. C'était pas très pertinent. Et du coup, on a été contraint de le faire dans un certain sujet, mais c'était pas notre volonté. Du coup, ça me permet de rebondir sur une remarque de Gilles qui dit qu'il a rencontré des problèmes avec l'outil de migration intégré. Donc, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous le dire. Moi, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien, justement. Après, il y a quelques bonnes pratiques et petites astuces à connaître pour savoir bien l'utiliser, mais il fonctionne plutôt bien pour passer de ClickView à ClickSense. Et il y a encore 2 autres questions. Une de Sixtine qui dit bonjour et merci pour cette présentation. Combien de personnes avez-vous sur Click maintenant que cette migration est terminée?
Alors, c'est une bonne question. Ouais, en interne, on a un responsable d'application BI, donc Click. On a à mi-temps un architecte BI qui se charge du maintien en conditions opérationnelles des serveurs, des montées de version de l'outil. Moins que mi-temps parce qu'il a quand même beaucoup d'autres missions qui ne sont pas de l'archi, donc c'est plus 20% que mi-temps. 80% data science du coup. Exactement. Et toi, dans tes équipes, tu as... Dans mon équipe, aujourd'hui, j'ai un développeur ClickSense. Il y en a un deuxième qui va arriver à la fin du mois. D'un point de vue ClickSense, c'est tout. Ensuite, j'ai 2 data scientists qui peuvent être amenés aussi à développer pas mal d'applications. Ils sont sur du 80% data science, 20% data analyst. Donc, ils en font des pannes aussi de temps en temps en réalisant directement. Et voilà. Donc, globalement, on a 2 personnes qui développent des applications à temps plein. On a un responsable d'application côté IT qui se charge, qui prend en charge le run et qui développe sur son temps libre, entre guillemets, des applications aussi dans le cadre des sprints. Et ensuite, on va avoir quelques personnes qui, par-ci par-là, vont enrichir les applications existantes ou en créer de nouvelles pour des besoins qui les touchent directement. Mais du coup, les équipes internes sont quand même très restreintes. Côté IT, on est 2 et bientôt, enfin 3 et bientôt 2. Côté marketing en interne, uniquement data, vous êtes 4-5 4 sur ClickSense. Sur côté data marketing en interne. On a une dizaine de personnes dans l'équipe. Ok, je pense pas. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a de plus en plus d'utilisateurs côté métier qui commencent à mettre les mains dans ClickSense. Ça, c'est quelque chose qu'on... C'est la question qui est arrivée. Non, mais très bien. Il y a un anonyme qui a dit avez-vous des utilisateurs qui peuvent créer des indicateurs côté métier? Comment ça arrive, ouais. En fait, on en a même un qui était vraiment power user et qui, du coup, qui était à la pro et qui a rejoint les équipes. Depuis un manuel. Qui a rejoint la data marketing. Exactement. Et on a d'autres utilisateurs aujourd'hui, côté Emerge, etc., qui commencent à développer aussi des applications sur ClickSense, côté DAF aussi, ça commence à arriver. Et je pense que l'idée aussi derrière tout ça, c'était d'en arriver là, d'arriver à un autre niveau de maturité. Exactement. Pour remettre la difficulté dans Snow, qui est une solution assez IT. Et aujourd'hui, tout le modèle de données en fait, qu'on a derrière, c'est aussi un gros moteur de motivation parce que quand on leur montre, en cliquant sur un bouton, on crée une application, et une fois dans l'application, on fait un drag and drop, on met un graphe, on vient choisir une dimension, temps et une mesure qui est déjà précalculée, et qu'à partir de ça, ils sont capables d'avoir tout de suite un graphe avec l'évolution du chiffre d'affaires. Ça leur semble tellement simple qu'on a des demandes de formation et des personnes qui commencent à mettre les mains dedans toutes seules. Du coup, on rentre beaucoup plus dans un modèle BI as a service qui était aussi un peu la cible et qui n'aurait pas été forcément possible sur ClickView. Et après, question rien à voir. Il y en a encore. Il y en a une qui vient d'arriver là, de Vincent. En ayant choisi Snowflake, avez-vous pensé à utiliser ClickSense Cloud? Ouais, on y a pensé. On a fait une audit pour un potentiel passage vers ClickSense Cloud, mais du coup, la migration vers ClickSense a du coup déjà été un peu longue dans le temps. Donc, on n'a pas envie de se relancer dans un projet de migration, même s'il serait théoriquement beaucoup plus transparent. Aujourd'hui, on utilise des extensions qui sont pas portables vers le cloud, et on a une architecture où on a déporté les dimensions et les mesures en dehors des applications ClickSense. Elles sont réintégrées. Elles sont développées dans des fichiers Excel qui sont intégrés en parallèle. Du coup, toute cette architecture-là, elle serait plus possible si on passait au cloud. Et en plus de ça, on a des cas qui restent où on a des très très grosses applications dans le cadre d'analytics ou d'analyse de trafic web, de ce genre de choses. Et les très très grosses applications sont relativement onéreuses quand elles sont portées dans le cloud, quand elles font plus de 4 gigas, il me semble. Et du coup, c'est pas à l'ordre du jour. C'est clairement possible, mais c'est pas à l'ordre du jour. Et initialement, on n'avait pas fait ce choix-là parce que le seul cloud provider proposé par Click était AWS. Et la politique d'Auchan, c'était de ne pas héberger nos données sur Amazon. On voulait aussi mettre de la donnée RH aussi, et on a eu beaucoup d'appréhension côté de notre direction de mettre de la donnée RH dans le cloud. On a quelques autres questions, mais on répondra en privé aux gens. Merci en tout cas. Ouais, merci à vous. Avec plaisir. Merci.
Merci de nous avoir suivis et puis voilà, excellente journée à tous. Au revoir. Au revoir, à bientôt.